Shakespeare disait dans son célèbre Hamlet, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et je fais référence ici à des partis pris qui ne sont pas liés à la situation sur le terrain, mais qui sont liés au fait que l'État d'Israël est aussi l'État juif. Incontestablement, la dimension de l'antisémitisme dans la haine d'Israël, dans l'hostilité à Israël, dans la réprobation d'Israël, appelez cela comme vous voulez. Je puis vous dire que les 33 années d'expérience que j'ai eues comme diplomate, notamment sur le continent européen, m'ont appris, souvent avec beaucoup de déception, beaucoup de tristesse, combien l'antisémitisme européen, l'antisémitisme que nous avons affronté pendant la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme que notre peuple a affronté tout au long de son exil, ne se départit pas de cette haine et de cette hostilité à Israël. Nous sommes en ligne avec Daniel Saada. Daniel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous avez été ambassadeur d'Israël en France par intérim. Et avec vous d'abord, avant tout, bien entendu, je voudrais que l'on revienne un peu sur cette atmosphère extrêmement difficile, douloureuse, de deuil qui règne dans l'État d'Israël depuis 2 jours après cette tragédie qui a coûté la vie à 21 soldats, 24 soldats au total qui sont tombés dans la journée d'avant-hier. Votre sentiment, vous, en tant qu'Israélien et en tant que diplomate? En tant qu'Israélien, je suis évidemment endeuillé comme le reste du pays. C'est une guerre extrêmement difficile qui nous a été imposée. Nous travaillons dans une des zones les plus denses au niveau population, avec un ennemi qui a prouvé les atrocités, la barbarie dont il est capable. Nous sommes engagés dans un conflit absolument épouvantable. Nous redoutions une telle tragédie et malheureusement elle est arrivée. Donc évidemment, je partage l'inquiétude, le deuil et l'angoisse que la plupart de nos concitoyens traversent aujourd'hui. Je voudrais vous poser une question peut-être de principe. Est-ce qu'il est possible que finalement, face aux épreuves que l'État d'Israël subit depuis maintenant plus de 3 mois, face à la perte de ses soldats, eh bien, d'une certaine manière, l'échelon politique et l'échelon diplomatique ait compris que sans une catastrophe comme celle du 7 octobre, eh bien, il n'aurait pas eu de possibilité ou de légitimité pour un quelconque gouvernement israélien à lancer une offensive qui aurait pour objectif de détruire le Hamas dans la bande de Gaza? C'est une question extrêmement difficile que vous posez parce que j'entends résonner à travers votre question une autre question, à savoir pourquoi est-ce que nous n'avons pas lancé cette offensive plus tôt? Pourquoi avons-nous attendu tant de temps? Pourquoi avoir laissé le Hamas pendant toutes ces années installer, développer ces infrastructures de terreur et de guerre que nous sommes en train d'essayer de détruire chaque jour? Certains parlent déjà de l'erreur fondamentale qui aurait été commise en 2008 au moment de l'opération Plomb durci. Le Hamas n'était au pouvoir que depuis un peu moins de 2 ans. Je ne sais pas vous dire aujourd'hui combien de kilomètres de tunnels il y avait à ce moment-là, mais sans aucun doute beaucoup moins que les 700 ou 800 kilomètres auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Combien d'entrées de tunnels il y avait en 2008, sans doute beaucoup moins que les 5 ou 6 000 qu'il y a aujourd'hui. Combien de roquettes et de missiles étaient entre leurs mains en 2008? Sans aucun doute, beaucoup moins que les dizaines de milliers que nous sommes en train de découvrir chaque jour. Donc oui, il y a des questions qui se posent. Il faudra y répondre. Sans doute les commissions d'enquête, je dis les commissions d'enquête parce qu'on comprend qu'aujourd'hui, à la fois l'armée, les services de sécurité, le gouvernement, le Parlement et la société civile vont se lancer dans des introspections. Il y aura un véritable travail pour essayer de comprendre pourquoi nous sommes arrivés à la catastrophe du 7 octobre. Mais pour l'heure, nous devons nous concentrer sur les moyens que nous pouvons déployer pour mettre à bas l'infrastructure terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. C'est l'objectif principal et il ne faut pas en dévier. Alors il ne faut pas en dévier, on comprend au fur et à mesure par rapport justement aux découvertes que fait l'armée à l'intérieur et dans les sous-sols de Gaza que ça va prendre du temps.
Est-ce que la diplomatie israélienne est à même de tenir le choc dans la durée par rapport pour essayer d'expliquer justement la prolongation de cette guerre? Parce qu'on entend toutes sortes de rumeurs. Il y a par exemple chez les Américains des informations selon lesquelles eh bien Benyamin Netanyahou ferait prolonger la guerre délibérément pour se préserver son avenir politique, alors que les officiers, l'armée dit clairement ça va prendre du temps. Est-ce que c'est explicable dans la communauté internationale? Vous savez, nous avons un double front. Un front militaire, celui que nos soldats sont en train de mener à l'intérieur de la bande de Gaza, mais aussi au nord, il ne faut pas l'oublier, ainsi qu'en Judée-Samarie, où plusieurs foyers sont en train de se réveiller. Et nous avons un front diplomatique. Ils sont indissociables. Le Premier ministre le répète régulièrement, il a cette formule qui, je crois, est extrêmement claire. Nous avons besoin du dôme de fer pour nous protéger des missiles, et nous avons besoin d'un dôme de fer diplomatique pour nous protéger de toutes sortes d'initiatives et d'attaques diplomatiques. Nous ne pouvons pas continuer à mener ce combat si nous n'avons pas la garantie d'avoir une couverture diplomatique qui accompagne ce que nous faisons sur le terrain. Lorsque je parle d'une couverture diplomatique, c'est évidemment une couverture qui nous empêcherait d'arriver à une situation extrême. Je parle par exemple d'une résolution du Conseil de sécurité basée sur le paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies. Ça veut dire une résolution contraignante. Dieu merci, jusqu'à ce jour, depuis la création de l'État, aucune des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies n'a jamais été basée sur le paragraphe 7. C'est une arme extrêmement redoutable qui est entre les mains du Conseil de sécurité. Nous avons réussi à obtenir à chaque fois qu'elle a été brandie le veto de nos amis américains, mais nous avons besoin de pouvoir continuer à mener cette guerre sans que des initiatives diplomatiques, et je suis triste de dire aujourd'hui également juridiques, puisque nous voyons ce qui se passe à La Haye et éventuellement dans d'autres instances internationales. Il n'y a pas que la Cour internationale de justice, il y a également la Cour pénale internationale, il y a également d'autres instances juridiques nationales qui disposent de ce qu'on appelle la compétence universelle et qui pourraient également servir d'armes redoutables contre nos soldats, nos hommes politiques, nos responsables politiques, etc. On l'avait vu il y a une vingtaine d'années lorsque le Premier ministre de l'époque, Ariel Sharon, était poursuivi devant les tribunaux belges pour les faits de Sabra et Shatila. Nous étions dans une situation absolument, surréaliste, où le Premier ministre élu d'un État démocratique était poursuivi devant les tribunaux d'un autre État démocratique avec lequel nous entretenions des relations diplomatiques. Donc, oui, il ne faut pas nier, il ne faut pas minimiser le risque diplomatique et juridique. Il existe, nous devons l'affronter, nous devons travailler également, et vous l'avez dit dans votre question, nous devons travailler également à essayer de ménager autant que faire se peut, autant que possible, les opinions publiques internationales, notamment dans les pays occidentaux, parce que la clé se trouve également, la clé de cette couverture diplomatique que j'évoquais, se trouve également dans l'apaisement des opinions publiques. Alors, les opinions publiques, je voudrais peut-être faire une distinction entre les opinions publiques qui, plus traditionnellement, sont hostiles à Israël, ou même certains pays qui ne manifestent pas, on va dire, de sentiments particulièrement favorables à Israël, et les véritables amis d'Israël, c'est-à-dire les États-Unis. Prenons l'exemple des États-Unis. Les États-Unis aussi, l'horloge des États-Unis n'est pas seulement une horloge diplomatique, c'est une horloge aussi politique aujourd'hui, puisqu'on est en année électorale. Est-ce que finalement, là aussi, Israël ne risque pas de se retrouver prisonnier de cette constellation, même avec ses alliés les plus solides comme Biden? Vous savez, Henry Kissinger, qui a disparu il y a quelques semaines, avait l'habitude de dire que la diplomatie, c'est la science de l'équilibre. La science de l'équilibre entre les principes, la réalité et les intérêts. Donc, ici, ces trois éléments se trouvent réunis dans la question que vous posez. Les opinions publiques, c'est d'abord et avant tout
un intérêt interne pour les pays. Alors oui, les États-Unis entrent aujourd'hui ou rapidement en période électorale puisque la campagne des primaires a été ouverte. Évidemment, les opinions publiques internes, ce que nous pensions exister uniquement en Europe pendant des années, nous avons dit en Europe, les populations arabo-musulmanes qui se sont installés dans les différents pays européens sont en train de faire flancher les intérêts politiques des différents partis au pouvoir dans ces pays. Mais nous nous rendons compte aujourd'hui qu'aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Nous en sommes rendus compte lorsque les événements du 7 octobre ont provoqué les remous que nous connaissons dans les grandes universités américaines. Oui, il y a aujourd'hui exactement le même phénomène aux États-Unis. Les intérêts des opinions publiques internes interviennent également lorsqu'il s'agit du conflit du Proche-Orient, alors que sur d'autres enjeux diplomatiques, en général, les opinions publiques internes interviennent beaucoup moins. Donc nous devons prendre cela en compte. Nous devons prendre aussi en compte le fait que il y a aujourd'hui des principes qui sont posés, qui sont beaucoup plus vif, beaucoup plus important pour les États, parce que nous sommes au XXIe siècle, les sociétés ont évolué, le droit international a évolué, énormément de ces principes sont aujourd'hui beaucoup plus appliqués et applicables qu'ils ne l'étaient il y a encore 20 ou 30 ans. Et tout cela constitue aujourd'hui une réalité face à laquelle, comme je le disais tout à l'heure, nous ne pouvons pas échapper. Nous devons prendre en compte la nécessité de ce combat au niveau diplomatique, comme nous devons livrer le combat au niveau militaire et stratégique. Alors une dernière question, Daniel, c'est incontournable dans le cadre d'un conflit, il y a toujours cette campagne d'information, campagne médiatique de Hasbara de la position d'Israël. Je regardais hier un film que vous avez peut-être vu de Noah Dishby qui interviewait quelque part, je crois, à Londres, des manifestants contre Israël et qui remarquaient, qui montraient d'une certaine manière leur ignorance totale de ce qu'est le conflit et de où se situe le conflit. Des gens qui parlaient de la mer au fleuve en disant la Palestine restera et ils ne savaient pas ni de quel fleuve il s'agissait ni de quelle mer il s'agissait. Finalement, est-ce que vous avez le sentiment qu'Israël aujourd'hui parvient mieux à faire passer ces messages et pourquoi finalement il y a encore tellement d'ignorance? Est-ce que finalement on peut lutter contre l'ignorance? Vous savez, il y a ici la combinaison de plusieurs éléments. Il y a ce que Shakespeare disait dans son célèbre Hamlet, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et je fais référence ici à des partis pris qui ne sont pas liés à la situation sur le terrain, mais qui sont liés au fait que l'État d'Israël est aussi l'État juif. Incontestablement, la dimension de l'antisémitisme dans la haine d'Israël, dans l'hostilité à Israël, dans la réprobation d'Israël, appelez cela comme vous voulez, il y a incontestablement, et je puis vous dire que les 33 années d'expérience que j'ai eues comme diplomate, notamment sur le continent européen, m'ont appris souvent avec beaucoup de déception, beaucoup de tristesse, combien l'antisémitisme européen, l'antisémitisme que nous avons affronté pendant la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme que notre peuple a affronté tout au long de son exil, ne se départit pas de cette haine et de cette hostilité à Israël. Et l'ignorance vient de là, parce que vous n'avez pas besoin de comprendre ou de connaître le conflit pour exprimer votre avis sur ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes simplement animé d'une animosité vis-à-vis des Juifs, vis-à-vis d'Israël, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, Israël incarne cette haine ancestrale que nous avons subie tout au long de notre histoire. Donc je ne crois pas que l'ignorance ici, je ne crois pas que le combat pour évidemment faire connaître un peu mieux la réalité de nos messages qui sont souvent beaucoup plus compliqués, beaucoup plus complexes, que les messages du côté palestinien qui semblent être beaucoup plus simples. Vous connaissez la formule célèbre d'un enfant qui jette une pierre contre un char de Tsahal. Donc évidemment, cette photo exprime toute la difficulté, toute la complexité du terrain. Mais je ne crois pas que la connaissance suffise, la connaissance des éléments, la connaissance de l'histoire, la connaissance des sources du conflit, une meilleure compréhension, je ne crois pas qu'elle puisse servir
d'armes contre ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir cette haine ancestrale qui accompagne aujourd'hui l'hostilité contre Israël. Eh bien, Daniel Saada, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de commenter donc cette actualité à la fois difficile sur le plan de la nation, sur le plan sécuritaire et on va dire aussi complexe sur le plan diplomatique. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne continuation. À bientôt.